Il regarde sa tablette, il regarde son ordinateur, il consulte mon fichier et là il me dit mais attention, il vous reste 4 points sur votre permis de conduire. On ne veut pas vous brider, vous n'allez pas arriver dans une entreprise où on va vous brider et à la moindre prise de décision, il faut remplir un format CF4 et l'envoyer à CRH. En 2008, j'ai pas du tout la volonté et l'intention de créer une entreprise. Je suis beaucoup sur la route et je fais des infractions. Je me préoccupe pas du tout de mon solde de points. Et à un moment donné, je fais un petit excès de vitesse. Il y a un contrôle routier avec un radar mobile qui est positionné. Je me fais je m'arrête auprès des policiers qui vont me verbaliser. Et là, il regarde sa tablette, il regarde son ordinateur, il consulte mon fichier et là, il me dit mais attention, il vous reste 4 points sur votre permis de conduire. Là, je découvre complètement l'information. Je ne m'étais pas du tout préoccupé de mon solde de points jusqu'à ce jour. Et donc là, il me parle de stage de récupération de points. Il me dit, ben voilà, il y a des formations qui sont prévues pour les personnes qui ont un solde de points assez bas et qui risquent d'avoir un permis annulé. Donc moi, je vous conseille de faire un stage de récupération de points. Je rentre chez moi, je vais sur Internet. Premier réflexe, je commence à chercher des formations, je commence à chercher des informations. Et là, je suis étonné parce que je trouve très peu d'informations sur le sujet. J'ai un copain qui a l'habitude, la mauvaise habitude de faire des infractions, on va dire à répétition. Donc je l'appelle et là il me donne plein d'infos parce qu'il est déjà, il suit son solde de points de très près. Il me dit écoute, moi j'en ai déjà fait, j'ai aussi un solde de points bas, donc j'avais prévu d'en faire un. Si tu veux, on s'inscrit dans la même formation et on suit le stage ensemble. Plusieurs jours à chercher un stage. Bon, sur Internet, voilà, je suis vraiment très étonné de ne pas trouver d'informations à l'époque. On est quand même en 2008. Hein. Google est déjà là depuis des années. Voilà, je suis vraiment étonné de ça. J'arrive à trouver des informations. Il faut appeler les préfectures, donc je contacte la préfecture de mon département. Très difficile de les avoir. Ils me donnent un lien sur Internet. Ils me disent d'aller télécharger un listing PDF avec les centres agréés. Et je finis, au bout de pas mal d'heures d'efforts et de recherche, à tomber sur un listing de stages de centres agréés, de stages de récupération de points. Je commence par le premier, je les appelle et pareil, très difficile de les avoir. La plupart qui organisent des formations ont effectivement des dates de prévues, mais sont toutes complètes. Et bon, après, au bout d'un moment, j'arrive à tomber sur un centre qui m'inscrit. J'inscris Hakim, donc le copain qui me donne les infos et qui en sait beaucoup plus que moi sur le sujet. Je pars vraiment avec des a priori. Je me dis, voilà, l'objectif c'est d'y aller et de faire en sorte que les 2 jours passent le plus vite possible, parce que pour moi c'était clairement une perte de temps. J'y allais, j'avais rien à apprendre, j'avais rien à découvrir. Je paye, je vais acheter, entre guillemets, je vais acheter mes 4 points et puis je rentre à la maison avec un permis à 8 points. Finalement, voilà, les 2 jours se passent de manière très différente de la manière dont j'avais anticipé les choses. Je suis très étonné de la qualité des formateurs. Leur implication, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et cette passion, ils la véhiculent aux participants. Ces 2 jours qui passent finalement très vite. Là, se retrouver 2 jours dans une salle avec 18 ou 19 autres personnes qui sont dans la même situation que nous et 2 très bons formateurs, finalement, on commence à se poser des questions et le doute commence à s'insérer dans nos esprits. C'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Et puis tout ça est bien fait parce qu'on se retrouve à faire des travaux de groupe. Puis derrière, il y a des débriefs qui sont faits, il y a des échanges.
chacun vient raconter un petit peu la façon dont il perçoit les autres, la route, la conduite, etc. Donc, enfin, je ne sais pas si je conduis vraiment de manière différente, mais en tout cas, je me pose des questions sur la manière dont je conduis, et ça trotte dans mon esprit pendant un moment. Et avec Hakim, on échange pas mal par la suite, et on se dit, il y a peut-être un truc à faire là sur Internet. En fait, ça part comme un challenge. Il n'y a vraiment pas l'idée de lancer une boîte, il n'y a pas l'idée de créer un truc où on va... enfin de créer un business tout simplement. Au début, c'est pas du tout ça. Lui a une spécialité, enfin il est codeur informatique, donc il a fait des études en ingénieur informatique. Moi, j'ai un cursus qui est différent. J'ai fait beaucoup de marketing, et en fait, on se retrouve avec des compétences complémentaires. On se dit, si on lançait un site internet et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on lance ce site internet, on crée du contenu. Le site internet se retrouve en première page très vite, et je crois qu'au bout de 1 mois ou 1 mois et demi, on était déjà sur les premières positions de Google, sur des termes, des mots-clés qui étaient très tapés par les personnes qui recherchaient un stage et qui voulaient conserver leur permis. Et là on se dit, waouh, on est étonné du truc. Pourquoi ne pas proposer à des centres qui organisent des stages de venir mettre de diffuser leurs sessions et leurs formations sur notre entre guillemets plateforme naissante, pour que les gens et les candidats, les stagiaires puissent trouver un stage facilement et éviter toute la galère que j'avais connue quelques semaines auparavant. En fait, on lance un modèle booking pour les stages de récupération de points. Donc on contacte certains centres. Au départ, il y a beaucoup d'appréhension de leur côté, on a pas mal de refus. Au bout d'un moment, on tombe sur un centre qui accepte et qui a des formations sur plusieurs départements en France. Et le truc est lancé comme ça. Et ça fonctionne très vite, on a tout de suite des candidats. Et je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des candidats, des stagiaires qui cherchaient sur Internet, comme moi je l'avais fait, et qui, faute de pouvoir trouver des stages et de l'offre, s'orienter vers les préfectures, et fonctionne très vite, très bien avec le centre en question. Il commence à recevoir beaucoup de monde et beaucoup de stagiaires venant de notre réservation, ce qui fait un petit peu effet boule de neige auprès des autres centres qui commencent à nous contacter et qui souhaitent mettre leur formation et leur stage en visibilité sur notre site internet. Le succès est assez rapide, constitue une équipe, etc. Et puis on est à cette époque très agile sans le savoir, on ne fait pas de l'agilité de manière volontaire, mais on avance, on a lancé un MVP sans qu'on le sache, et puis le site grossit, on crée les interfaces pour les partenaires, on crée les interfaces pour les stagiaires, et de fil en aiguille, vraiment la structure s'organise, on monte une équipe et on devient une vraie entreprise, alors qu'au départ, c'est pas du tout l'objectif, c'est surtout un challenge, et on se rend compte finalement qu'une bonne partie de ces, pas une bonne partie, mais une partie non négligeable de ces stagiaires, ce qui aurait pu m'arriver si je n'étais pas tombé sur un policier avenant qui m'avait informé que j'avais plus que 4 points sur mon permis, parce que je m'en préoccupais pas du tout de mon solde de points. Et c'est lui qui me réveille en me disant, attention, il vous reste 4 points, il suffit que je vous recontrôle ou vous vous fassiez recontrôler par un de mes collègues dans une semaine ou dans quelques semaines, et vous vous retrouvez avec une autre infraction, peut-être 4 points de moins et un permis qui est annulé. Et du coup, on se retrouve face à des stagiaires qui nous appellent, des automobilistes, qui souhaitent faire un stage de récupération de points, mais quand on fait les recherches pour eux, on se rend compte que leur permis est déjà annulé. Donc là, on se dit comment aider ce type de profil. On est sur la même niche, on ne change pas vraiment de niche, on change peut-être juste un petit peu d'avatar. On se retrouve avec des candidats qui ont un permis annulé, et là c'est pareil, c'est le parcours du combattant. Je dirais que c'est encore même plus compliqué que pour les stages, parce que pour récupérer son permis en France, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, et des étapes administratives, et c'est très lourd et très complexe. On est à cette époque-là en 2011, et on est complètement lancé dans le succès de ProStage Permis. On se dit,
allons-y, go, lançons un truc pour aider les candidats qui se retrouvent avec un permis annulé. On lance cette deuxième plateforme qui s'appelle Psychotest Permis, où là on accompagne effectivement cet avatar et cette cible client de personnes qui elles aussi font des infractions à répétition sur la route et qui par contre se retrouvent avec un permis annulé. Et l'objectif pour nous, c'est simplement de les accompagner rapidement pour qu'ils récupèrent leur permis de conduire et surtout au moindre coût et le plus vite possible. Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Il faut repasser une visite médicale, il faut passer le code de la route. Pour un certain nombre d'entre eux, il faut repasser l'épreuve de la conduite. Donc il faut reprendre des séances de conduite, etc. Le business model est identique. On se retrouve avec des organismes agréés de tests psychotechniques sur notre portail et le succès aussi est au rendez-vous assez rapidement. On se rend compte au bout d'un moment en fait que les automobilistes, déjà la sécurité routière change, elle devient encore de plus en plus sévère et on a des automobilistes qui malgré la possibilité de faire des stages de récupération de points et qui en font régulièrement, voire toutes les années pour un certain nombre d'entre eux, se retrouvent quand même en difficulté, et pour certains d'entre eux se retrouvent avec des permis annulés. Ils font des stages, ils suivent leur solde de points de très près, mais leur conduite fait qu'ils perdent quand même leur permis de conduire et là on se dit comment on peut aller plus loin. Donc on essaie de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit, étant donné que voilà, on est à une ère où la technologie évolue très vite et surtout elle peut être une aide dans ce type de problématique-là, notamment sur la conduite, où on peut collecter des données sur le candidat, sur le conducteur, et lui apporter, analyser ces données et lui faire un feedback, lui faire des rapports qui soient des rapports détaillés, avec des conseils qui soient personnalisés, pour lui permettre justement de changer sa conduite et de récupérer, de conserver son permis de conduire. Donc on part dans cette démarche-là et puis on commence à lancer des produits et à proposer des produits qui sont des produits justement visant à compléter l'offre qu'on avait déjà existante. On va sur des produits beaucoup plus tech, toujours avec cet objectif et auprès de cette niche de leur permettre de conserver leur permis de conduire. Quand on regarde les stages de récupération, etc., et ce type de formation, ça reste quand même c'est des sparadraps, donc c'est juste un pansement à un moment donné pour pallier une situation d'urgence. Mais si on veut travailler vraiment sur du long terme, là il faut vraiment qu'on travaille sur son comportement. Si vraiment on arrive à résoudre ce problème de comportement sur la route, on n'a plus besoin de faire de stage de récupération de points, on récupère une vie qui est beaucoup moins stressante, on retrouve une conduite plus sereine et dans les autres domaines de sa vie, on se retrouve finalement avec une vie plus épanouie. Le concept du pourquoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a été effectivement développé, conceptualisé par Simon Sinek. Les clients n'achètent pas ce qu'on fait, mais achètent vraiment la raison pour laquelle on le fait. Donc chez KPO, notre pourquoi est simple, hein. C'est libérer les conducteurs des infractions à répétition pour leur apporter une conduite sereine et finalement leur permettre de vivre une vie plus épanouie et de vivre leur plein potentiel. On s'est rendu compte en fait en travaillant avec les conducteurs, ce que moi j'ai vécu finalement pendant de nombreuses années, c'est que la conduite c'est un élément qui permet, c'est un outil de développement personnel, un outil qui permet d'évoluer au niveau personnel et de mieux s'épanouir dans sa vie et de réaliser ses objectifs. Il faut savoir que la conduite, quand on conduit, 90% du temps, c'est l'inconscient, le subconscient qui gère la conduite. Et finalement, on comprend, sous cet angle de vue-là, on comprend mieux les réactions de certaines personnes qui sont par exemple dans la vie très calmes et qui piquent
des excès de colère au volant. Ce sont les mêmes personnes, mais c'est juste une partie de ces personnes qui est amplifiée lorsqu'elles sont dans la conduite, elles sont au volant. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ces dernières années pour développer nos produits et pour faire évoluer le KPO, dans le sens de vouloir justement aller jusqu'au bout des choses et non pas s'arrêter aux aspects, aux symptômes et en disant voilà à nos clients on vous a permis de conserver votre permis, vous avez récupéré vos points, vous avez récupéré votre permis, maintenant il va falloir faire avec toute votre vie. Prendre la conduite comme un outil d'amélioration de soi, on arrive à des résultats qui sont juste extraordinaires. Et la mission que je me suis donnée, qu'on s'est donnée avec mon associé et avec toute l'équipe, c'est de se dire, voilà, nous on veut aller au bout des choses et il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour aider les conducteurs. On ne veut pas juste s'arrêter à leur permettre de récupérer leur permis de conduire ou de le conserver. On veut vraiment leur enlever toute ce stress et cette angoisse qu'ils ont, et finalement on se rend compte que quand les gens se retrouvent avec une conduite plus sereine, finalement tout ça va impacter le reste de leur vie, parce que finalement les différentes sphères de notre vie sont toutes reliées entre elles, et ils retrouvent une vie sociale plus épanouie, une vie familiale plus épanouissante aussi, une vie professionnelle où ils arrivent à atteindre leurs objectifs plus facilement, etc., etc. La vision de KPO dans 5 ans, c'est d'accompagner 500 000 abonnés. Je pense que l'abonnement est le meilleur modèle aujourd'hui, ou l'un des meilleurs modèles. Il est très intéressant à la fois pour le client, et j'y vois que des avantages pour le client, et j'y vois que des avantages pour l'entreprise. Pour le client, pourquoi? Parce que c'est ce qui lui permet de bénéficier d'un service client et puis de produits qui seront toujours remis en question par l'entreprise et qui seront toujours au meilleur niveau. Je parle bien du modèle d'abonnement et je parle bien de l'abonnement dans lequel on peut résilier très facilement. L'entreprise est obligée de proposer un service qui soit toujours adapté aux clients. Et finalement, elle s'oblige à être toujours à l'écoute des retours clients. Elle va suivre, et l'un de ses KPI les plus importants, ça sera le taux de churn. Et si elle voit qu'elle a un taux de désabonnement qui commence à augmenter, elle va se dire là, ok, je suis en train de perdre des clients, je suis en train de perdre des clients qui sont fidèles. Pourquoi ? Et en se reposant cette question-là, finalement chaque jour, elle se remet en question chaque jour, et c'est de cette manière-là qu'elle peut proposer le meilleur produit. Même si on est sur des modèles agiles et que rien ne les garantit, même si on évolue dans un modèle où tout peut changer, du jour au lendemain, on peut perdre 50% de son chiffre d'affaires ou en gagner 10 ou 15% très, très vite. C'est un modèle qui permet quand même de pouvoir planifier les choses et de se dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai tant d'abonnés, je vois ma croissance et je vois mon taux de désabonnement qui est à ce niveau-là, je vois mon taux de renouvellement d'abonnement ou de taux d'acquisition de nouveaux abonnés qui est à ce niveau-là, et ça permet vraiment à l'entreprise de se dire, ben voilà, je sais que je vais disposer de ce cash-là le mois prochain ou le mois d'après, et sur les mois qui viennent, on peut se permettre de faire des investissements qui fidélisent des clients. On est obligé de les fidéliser, parce que si le client ne se fidélise pas, il ne devient pas abonné, et donc ça nous permet, ça crée vraiment une culture client au sein de l'entreprise. Notre culture est organisée autour de 2 axes. Le premier, c'est le remote. Donc le travail à distance a été généralisé chez KPO. Alors ça s'est fait avant la crise sanitaire. C'est pas la crise sanitaire qui
qui nous a poussé à le faire. Moi, je m'intéressais déjà à des entreprises, et on s'intéressait déjà à des entreprises et des modèles d'entreprises américains et même en France, puisque il y a déjà de nombreuses années que certaines entreprises en France ont mis en place le télétravail. J'y voyais que des avantages finalement, à la fois pour les équipes, pour les coéquipiers et pour l'entreprise. Ça demande une certaine organisation et c'est pas facile de mettre en place, ça prend du temps. Il faut avoir les bons collaborateurs pour que ça fonctionne. Mais finalement, quand on le met en place, ça a des résultats juste extraordinaires. Non seulement sur l'efficacité, hein, mais même au niveau humain, les gens retrouvent une certaine sérénité au travail qu'on ne retrouve pas quand on est obligé de venir pointer entre guillemets au travail. C'est un modèle, je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer les bureaux. Les bureaux doivent, je pense, vont continuer à exister et doivent continuer à exister, ça c'est pas un souci, même s'il y a des entreprises qui sont 100% en remote, nous on l'est pas complètement. On n'a pas besoin de bureaux, mais on en a et ça dépend des souhaits des personnes. Certaines aiment être à 100% en remote. On a des personnes dans l'équipe qui sont à 100% en remote et d'autres qui aiment bien avoir une fréquence bureau, domicile. Et c'est très bien. C'est à chacun vraiment de trouver son rythme, mais on n'a pas de collaborateurs, on n'a pas de personnes dans l'équipe qui sont à 100% au bureau et je ne pense pas que ce type de personnes serait à l'aise et serait épanoui dans notre entreprise, parce que des personnes qui ont le sens des responsabilités, ça c'est un premier élément, c'est très important. Il y a des ateliers, donc des rencontres qui sont quotidiennes et hebdomadaires où effectivement chacun peut échanger, il y a une transmission de l'information. Il y a une grande transparence et une grande confiance que j'ai eu à cœur de mettre en place dans l'entreprise et qu'on a fait en équipe et ça c'est super important. Je pense que vraiment ces deux éléments, ils doivent être présents quand on a une entreprise essentiellement bureau, mais en remote c'est encore plus important. Et puis chacun doit percevoir et doit sentir un peu l'impact de son travail dans l'entreprise et auprès de ses clients. Donc là, on va en revenir un petit peu au pourquoi qu'on a abordé tout à l'heure, mais ça c'est un aspect qui est assez fort. Le deuxième aspect, en dehors du remote, c'est l'agilité. Et l'agilité caractérise vraiment notre culture. C'est que quand on est une petite structure comme nous, forcément on est agile et on l'a toujours été. Mais quand on évolue dans un domaine où les attentes clients peuvent changer très vite et dans un domaine de la tech qui effectivement aussi bouge très vite avec des innovations qui peuvent, où il faut être vraiment à l'écoute des innovations parce que ça peut vraiment impacter nos produits et améliorer nos produits et donc finalement résoudre encore de manière plus efficace le pain point de nos clients. Il faut avoir une organisation qui est agile. On est un petit peu entre guillemets obligé de l'être quand on a une structure qui travaille en remote, mais on a organisé, on a fait en sorte, déjà premier point, élément de base, d'avoir des équipes pluridisciplinaires et autonomes pour qu'il y ait une prise de décision qui soit rapide. Et ensuite, on travaille sur des méthodologies comme Kanban. On a des boucles de feedback qui sont assez courtes. On évite de faire des plans sur la comète en mettant en place des projets qui soient planifiés des mois à l'avance de manière très précise, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vision à long et moyen terme. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectifs annuels et des objectifs trimestriels, mais tout ça reste agile. C'est-à-dire que plus les délais sont courts, plus les deadlines sont courtes, et plus on se dit, moins on va rentrer dans la précision, et plus on va décrire et on va donner des tendances de travail, et ensuite on se laisse beaucoup l'opportunité de saisir des occasions qui se présentent, de faire évoluer les choses d'une manière dont on n'avait pas anticipé, parce que finalement on se rend compte que quand on met en place un plan, quel qu'il soit, le plan est déjà périmé une fois qu'on l'a terminé. La vie est tellement évolutive, la vie est tellement agile que
la perfection n'est pas de ce monde. Les valeurs, c'est... alors, c'est un terme que je prends vraiment avec des pincettes parce que c'est quelque chose qui a été... tout le monde en parle, c'est devenu quelque chose de très à la mode et finalement, comme c'est devenu à la mode, les entreprises s'obligent à en parler, quitte à y mettre un peu tout et n'importe quoi. Alors que vraiment, quand on travaille là-dessus sur les valeurs, on se rend compte que c'est le socle, un des socles les plus importants, je dirais, dans une entreprise. C'est ce qui crée vraiment la réussite d'une entreprise à partir du moment où on a compris, on a saisi que la première force d'une entreprise, c'est son équipe. C'est elle qui crée véritablement la réussite, c'est elle qui va être au contact des clients chaque jour, c'est elle qui va gérer les problématiques. Et le succès d'une entreprise repose à 95% ou 97% sur son équipe. Donc, et les valeurs, c'est ce qui permet, à mon sens, hein, et avec ce que j'ai pu expérimenter ces dernières années, c'est vraiment la manière, c'est ce qui permet de donner un guide pour recruter les collaborateurs et les équipiers dont on a besoin. C'est ce qui permet de sélectionner entre deux très bons candidats qu'on pense, dont on pense tous les deux qu'ils pourraient convenir au poste pour lequel on est en train de recruter. En travaillant sur les valeurs, c'est ce qui va permettre justement de faire la différence entre ces candidats et se dire finalement, tiens, celui-ci, il ne conviendra pas, et celui-ci, non, il match exactement avec les valeurs et la vision de la boîte. Nous, il y a 4 valeurs principales. La première, c'est l'excellence client. On est sur une niche avec un pain point très particulier. Et on accompagne des gens qui sont dans la difficulté, qui traversent un moment de leur vie qui est assez difficile, et les accompagner et avoir une excellence client à ce moment-là, c'est-à-dire que si à ce moment-là de leur vie, ils rencontrent une entreprise qui les comprend, qui les rassure et qui peut entre guillemets personnaliser son service, même si c'est difficile quand on s'adresse à beaucoup de personnes, mais qui est capable d'avoir une relation avec ses clients, qui est une relation finalement personnalisée, ces gens-là vont sortir grandis de cette difficulté. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on se dit, tiens, on a réussi vraiment quelque chose et on avait une utilité à ce moment-là pour ces gens-là. La deuxième valeur qui, à mes yeux, est primordiale, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on ne cherche pas des entrepreneurs dans l'âme, mais on cherche des personnes qui ont cette capacité d'implication et cette force de proposition. C'est-à-dire qu'ils viennent dans une entreprise, chez nous, et ils viennent chez nous en se disant, ils viennent dans un cadre où on leur donne la possibilité de s'exprimer, et en contrepartie, moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils puissent être force de proposition et toujours dans un esprit, ça rejoint un petit peu l'excellence client, qu'est-ce que je peux faire mieux demain pour nos conducteurs, pour nos clients, pour les fidéliser et leur permettre de vivre une conduite plus sereine. On rejoint une troisième valeur qui est importante chez nous, qui est le fait de ne jamais abandonner. C'est-à-dire, quelles que soient les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, l'idée c'est de se dire, ok, j'ai eu un échec, j'ai vécu un échec à ce moment-là, je ne trouve pas la solution au problème, comment je peux solutionner ça? C'est-à-dire, quelles sont les possibilités que je n'ai pas investiguées qui me permettraient de résoudre mon problème? C'est un peu le fait de se dire, est-ce que j'ai des gens dans l'équipe qui vont plutôt être sur du mais? Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, des gens qui vont trouver des problèmes et qui ne vont pas se poser la question de comment solutionner les choses, qui vont toujours voir l'aspect, le verre à moitié vide, et des personnes qui seront plutôt dans le « et ». On a ce problème aujourd'hui, comment je peux le résoudre demain? Et avec du « et », on rajoute des solutions et on rajoute des possibilités. La dernière valeur
je dirais que c'est la bienveillance. La bienveillance parce que rien ne se réussit sans une équipe. Et si on a des loups solitaires dans une entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'ego. Non, les égos, tout le monde a de l'ego et ça peut être une force. Et c'est une force pour une entreprise quand on a des gens qui sont revanchards, qui sont dans un esprit justement de faire toujours mieux, etc. Mais il faut que ça soit dans un esprit de groupe et il faut en quelque sorte veiller les uns sur les autres en se disant « Ok, j'ai rencontré telle difficulté il y a quelques mois et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mes camarades et mes collègues au travail qui m'ont supporté, qui m'ont apporté l'aide dont j'avais besoin, l'entreprise était là. Aujourd'hui, c'est mon collègue à côté qui a des difficultés, comment moi je peux l'aider. Et finalement, quand on a cette bienveillance-là dans son équipe, ben, ça rejoint la première valeur, c'est l'excellence client parce qu'on a cette empathie. De manière générale, il y a deux modes de communication, soit c'est le mode asynchrone, donc un mode indirect, et le mode synchrone qui est un mode direct. Chez nous, clairement, la règle c'est le mode asynchrone, tout simplement parce qu'on a une culture du remote, donc du télétravail. On a mis en place il y a quelques années ce mode de travail parce que je ne voulais plus d'une entreprise qu'on avait connue un petit peu au départ et au début de l'aventure, où on gérait beaucoup d'urgences, le téléphone sonnait dans tous les sens, et Remote apporte cette sérénité quand on arrive à le mettre en place avec les bons outils, la bonne façon de travailler. Et ce qu'on a mis en place très vite, c'est ce mode de communication qui est devenu la règle, qui est asynchrone, où on travaille essentiellement via un outil comme Asana, qui permet d'échanger de l'information, mais pas forcément de déranger la personne qu'on souhaite solliciter. Il se peut effectivement qu'on ait des urgences à un moment donné, même si elles sont très rares, des urgences à gérer, et là effectivement le mode synchrone est complètement adapté, donc soit on décroche son téléphone et on appelle directement la personne, ça c'est aussi simple que ça, soit on a aussi des ateliers qu'on réalise sur Zoom. Donc on est en visioconférence et là effectivement les échanges se font en direct. Ça c'est un mode dont on ne peut pas se passer par exemple pour nos rencontres quotidiennes qui durent 15 minutes le matin ou nos ateliers hebdomadaires qui durent entre 30 et 60 minutes. Donc, Asana qui va permettre la gestion de projets collaboratifs, donc c'est un outil qui est relativement connu maintenant aujourd'hui. On utilise pour nos ateliers quotidiens et hebdomadaires Zoom, donc on est en visioconférence. Google Drive, donc ça c'est effectivement essentiel pour la gestion et le stockage des fichiers, des dossiers. Google Agenda, ça reste effectivement aussi important quand on veut caler les rendez-vous et synchroniser les rencontres. Et un outil comme Bluescape qui permet qu'il y ait un tableau virtuel qui permet d'échanger des documents et d'échanger de l'information lors de nos ateliers quotidiens et hebdomadaires. Contrairement à ce qu'on peut penser, et ça c'est le premier élément, on recrute des personnes qui savent communiquer. On pourrait penser que quand on travaille à distance, on n'a pas besoin de savoir, on a moins besoin de personnes qui ont des compétences de communicants, mais finalement non, parce que beaucoup se fait à l'écrit, beaucoup se fait sur un modèle asynchrone, et donc on a besoin d'avoir des personnes qui savent écrire, qui savent transmettre leurs idées rapidement et de manière assez concise à l'écrit, et aussi qui savent comprendre les autres en lisant leurs messages et en ayant cette capacité justement de comprendre ce que souhaitait dire l'autre personne et de le faire assez rapidement. Donc des personnes qui sont de bons communicants, ça c'est un premier élément.
Forcément, ça c'est le deuxième aspect des personnes qui aiment travailler à distance, parce que quand on travaille de la maison ou ailleurs, il faut de certaines qualités, donc il faut aimer travailler à distance, et il faut aussi savoir le faire. Ça demande une certaine organisation, une certaine rigueur, ça demande une certaine personnalité, donc voilà, ces aspects-là sont importants. Il faut être autonome. Donc on ne veut pas vous brider, vous n'allez pas arriver dans une entreprise où on va vous brider et à la moindre prise de décision, il faut remplir un format CF4 et l'envoyer à sa hiérarchie. On n'est pas du tout dans ce domaine-là, au contraire, moi je veux simplifier et faciliter la prise des décisions et chacun doit être à l'aise avec cette autonomie. Donc autonomie, ça c'est un aspect important, avoir le sens des responsabilités. Grande capacité d'adaptation, ça aussi c'est un élément important. Les personnes qu'on recrute doivent avoir cette capacité, cette faculté de pouvoir se dire, ben voilà, on part sur ce projet-là, c'est un projet qui va durer 2 ou 3 mois, voilà la direction du projet, finalement au bout de 3 semaines, ben, il y a une réorientation du projet qui est faite parce qu'on a collecté des informations sur le chemin, qu'il y a des opportunités qui se sont présentées, etc. Et en fonction de ça, on réajuste, et donc on doit avoir dans l'équipe des personnes qui ont la capacité de réadapter rapidement leur façon de travailler, ou la façon dont ils avaient commencé à travailler sur le projet, et qui aiment ça. Parce que c'est vraiment ça le truc, c'est que quand on aime, quand on prend conscience que finalement un projet n'a de sens que par l'objectif et le résultat qu'il va apporter, le chemin pour arriver au résultat et à cet objectif, ben, il peut être très différent, et tout l'intérêt justement et le jeu de ça, c'est de se dire, ben voilà, il y a plusieurs chemins pour arriver à cet objectif-là. Quel est celui que je vais choisir? Quel est celui qui va être le plus efficace? L'excellence, ça c'est aussi un aspect important, l'excellence par l'apprentissage. Avoir cette volonté de toujours découvrir de nouvelles choses, de se renseigner, de pouvoir faire évoluer son poste, de pouvoir faire évoluer ses tâches, d'évoluer dans ses compétences aussi, ça c'est un aspect assez important. Aujourd'hui, les process sont assez clairs, on les a beaucoup travaillés, même si on continue à les améliorer, mais on a mis en place des étapes qui sont bien spécifiques. Si on veut avoir une excellence client, il faut avoir absolument les bonnes personnes au bon poste, donc sur les bonnes missions. Et pour choisir les bonnes personnes, il faut à la fois travailler sur l'aspect compétences, donc tout ce qui va être les hard skills, hein, et aussi travailler énormément sur les valeurs de la personne. C'est ce que souvent les entreprises omettent de faire. Elles vont aller chercher les compétences de la personne, elles vont même peut-être aller travailler les soft skills, mais elles ne vont pas aller chercher les valeurs de la personne. Et finalement, on a plein d'exemples autour de soi où on a des gens qui sont très doués, très compétents, qui sont au bon poste, mais qui ne sont pas dans la bonne entreprise. Et ce n'est pas un problème d'entreprise et ce n'est pas un problème de candidat en fait. C'est juste que ces gens-là, que l'entreprise et le candidat ne sont pas faits pour travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas la même vision du monde, ils n'ont pas les mêmes valeurs. La première étape, donc c'est l'étape par laquelle toute entreprise commence, c'est d'abord déjà de bien étudier la candidature, le CV, la lettre de motivation, les autres documents qui peuvent être envoyés par le candidat. La deuxième étape, c'est une étape qui dure environ entre 20 et 30 minutes. C'est un appel téléphonique, un échange, on appelle le candidat et on échange avec lui. Et l'idée vraiment, c'est de savoir si la personne a les bonnes compétences pour le poste. Donc on va lui poser un certain nombre de questions qui sont des questions très ciblées, qu'on a sélectionnées avec minutie pour savoir exactement quelles sont les forces du candidat. Moi j'ai une façon de voir les choses qui est finalement assez simple. Je ne cherche pas à faire évoluer les gens sur leurs faiblesses, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de dire qu'il faut ne pas essayer de combler un petit peu ses lacunes, etc. Mais ce n'est pas là que l'essentiel de l'effort doit être mis. Parce que ce n'est pas là où la personne va s'éclater. Il faut que la personne
pour qu'elle ait de l'enthousiasme au travail, qu'elle ait de l'enthousiasme dans ce qu'elle réalise chaque jour, soit positionnée là où elle est naturellement, un petit peu sa zone de génie, là où naturellement elle est à l'aise. Et là oui, moi je trouve que ça a un sens de venir accompagner les gens, de venir les aider à progresser sur ces postes-là. Donc pour en revenir à l'entretien téléphonique, on va essayer justement de déceler quelle est la zone de génie de la personne et est-ce que le poste pour lequel elle est en train de postuler, est-ce que ça correspond et ça coïncide, ça match avec son talent naturel. La troisième étape, c'est des entretiens qui vont être des entretiens soit en rencontre physique, soit en rencontre, si c'est à distance, en visio, qui vont être des entretiens où on va travailler effectivement, on va vraiment approfondir les compétences de la personne. Et il va y avoir effectivement un aspect, soit dans le même entretien, soit sur un autre entretien qui sera à un autre moment, où on va venir travailler sur les valeurs. Et là, l'idée, c'est de se dire quelles sont les valeurs de la personne, quelles sont véritablement les valeurs de la personne en creusant son passé, les postes qu'elle a occupés, etc. On va venir déceler quelles sont les valeurs et on va regarder si ces valeurs peuvent matcher avec les nôtres, parce que quand bien même on a une personne super douée et qui aurait exactement les compétences qu'on cherche, si elle n'a pas les valeurs, elle va être mal à l'aise dans notre entreprise et à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. La quatrième étape, c'est une phase d'essai. Quand on travaille en remote comme nous, la phase d'essai est juste primordiale parce que c'est la seule manière de savoir si la personne va être à l'aise avec la façon dont on fonctionne et ça va lui donner un feedback qu'il n'aurait pas eu sans se plonger, sans cette immersion. Et l'équipe dans laquelle il va travailler, les retours de l'équipe aussi sont très importants parce que finalement c'est l'équipe qui va travailler avec cette personne sur la durée et c'est à elle de décider si elle a envie que le candidat rejoigne notre aventure. Donc la phase d'essai est essentielle. Il n'y a pas vraiment de durée sur cette phase d'essai, mais pour moi elle est primordiale dans le sens où elle nous permet d'avoir des informations et de collecter des informations qu'on ne pourrait pas collecter et auxquelles on ne pourrait pas accéder quel que soit le processus de recrutement qu'on pourrait mettre en place. Et enfin, ben voilà, la dernière étape, c'est on décide de bosser ensemble. Cette phase d'essai aussi permet aux candidats de se dire ben, finalement l'entreprise, la façon dont il fonctionne, etc., c'est pas ce qui me correspond. Ou alors au contraire, mais vraiment il y avait plein d'aspects que je n'avais pas imaginés, même si sur le papier ça correspondait exactement à ce que je recherchais, j'ai découvert des éléments qu'on ne m'avait pas communiqués, qui sont des éléments très positifs et qui correspondent encore davantage à la manière dont j'ai envie de travailler et qui me donnent encore plus envie de rejoindre cette entreprise. Donc finalement, avec des processus de recrutement précis, des processus de recrutement qui peuvent encore, je le souligne, paraître un peu longs pour les candidats, avec des processus de recrutement qui sont bien ficelés, tout le monde est gagnant, à la fois le candidat comme l'entreprise et les équipes qui vont travailler avec le nouvel équipier.